Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Il y a à peu près un an de ça, j'ai eu mon coup de cœur 2020. C'était l'animé Genkai Asura. J'en ai fait une critique à l'époque, mais j'ai pas eu la patience d'attendre que la suite sorte. Netflix prend d'ailleurs beaucoup de temps à ce niveau-là, quoique je suis pas entièrement sûr si c'est vraiment eux qui la produisent ou la financent, mais peu importe. On attend cette suite-là, et considérant ce qui reste encore à adapter, voir la fin d'animé, ça va prendre probablement malheureusement 5 ans, en espérant que c'est toujours à la hauteur, mais le point est que j'ai pas eu la patience d'attendre et je me suis tourné vers le manga. Et j'avais mes réticences, et cette vidéo-là va être une critique du manga. J'avais mes réticences parce que je trouvais tellement que l'animé avait réussi à dynamiser les combats que je me disais forcément que le manga allait avoir des combats forcément plus mous. Et oui, c'est le cas, mais pour faire bref, c'est quand même à la hauteur. Donc, pour décortiquer là, je vais aller encore une fois avec les grands points, donc côté technique, personnage, histoire, et je leur précise parce que je trouve que la force de Genkai Asura, c'est sa tension, c'est ne pas savoir qui va gagner ce combat-là et être surpris à ce moment-là quand tel personnage gagne. Donc, je vais en parler en long et en large, donc allez regarder ça sous la promesse que je vous dis que c'est bon, et vous reviendrez après pour la vidéo. Donc, on va commencer par le côté technique. C'est sûr, comme je vous le disais, j'avais peur que ce soit plus mou, et forcément c'est plus mou. Les combats sont moins dynamiques, mais c'est le format qui l'oblige, mais l'auteur fait quand même bien le café. On va par contre dire qu'au début c'est un peu mal dessiné, mais éventuellement le tir est rattrapé, et c'est vraiment très joli même en fait. Les combats sont super dynamiques, point très important, je comprends, je pense généralement tout le temps ce qui se passe à l'écran, parce que parfois certains mangaka ont plus de difficultés à faire ça, je pense notamment à celui de My Hero Academia, et il faut que l'anime rattrape le coup. Et sinon, dans le manga, je comprends ce qui se passe, hein. Et quand les coups doivent avoir l'air impactants, ils sont impactants, donc vraiment, niveau technique, c'est très beau, c'est lisible, dynamique, les combats sont bien transcrits, donc vraiment, ça fait le café. C'est sûr que l'anime est supérieur, mais dites-vous bien que oui, c'est un ersatz d'une certaine façon, mais de qualité suffisante. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire et les personnages, je vais essayer de ne pas faire trop de la redite par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'anime. Donc les qualités demeurent les mêmes. On aurait pu croire que le récit s'essoufflerait. Ce n'est pas le cas. Les combats sont toujours aussi enlevants. Et allons-y dans le détail plus précisément, dans le sens où je trouve que Genkai Asura, une de ses forces, c'est d'aller un peu contre nos attentes, mais pas choqué pour choquer, hein, comme par exemple Disney avec The Last Jedi aurait pu le faire, ou The Last of Us Partie 2, d'autres de ce genre-là. Non, on y va dans un sens où on se dit que c'est différent, mais ça va plaire. Et, exemple à la main, donc Oma Tokita, c'est le personnage principal, donc on rencontre rapidement ce qui semble être les deux antagonismes principaux. Kiryu Setsuna, qui est un peu un antagoniste moral pour Oma, vu qu'il est intimement lié à son passé, obsédé par ce dernier et un peu fou. Et Kano Agito, qui lui est un peu l'antagoniste objectif, c'est le champion des Genkan, c'est probablement le combattant le plus puissant, donc on se dit bien que Oma va devoir éventuellement les vaincre. Mais ça aurait été dans un récit prévisible. Genkai Asura est plus malin que ça, parce qu'au final, c'est Kuruki Kensei, un personnage méconnu de tous, qui débarque et qui va les vaincre au préalable. Éventuellement, Oma va réussir à vaincre Kiryu Setsuna, mais il n'est pas le premier à le faire. C'est quand même quelque chose. Et en fait, il ne va jamais vraiment affronter Kano. Il va le faire une fois, mais il va se faire en un coup. C'était pas vraiment tant que ça un duel. Mais il va pas le réaffronter par la suite. Déjà, en soi, c'est quand même, je trouve, intéressant. On aurait pu s'attendre qu'il se rende en demi-finale, en finale, et qu'il va affronter Kano ou Kiryu. Oui, il va se rendre en finale, mais il va affronter aucun de ces deux-là, c'est Kuruki Kensei qui va affronter. Et d'ailleurs, précisons-le, le duel le plus enlevant de tout ce tournoi-là, c'est pour moi clairement celui entre Kuruki et Kano. C'est le duel au sommet. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que bon, ce sont probablement les deux plus puissants du tournoi et c'est maintenant que ça se passe en demi-finale. C'est un duel titanesque. Et encore une fois, je me permets un petit jab à Baki parce qu'il le mérite donc bien. Quand tu veux faire un combat faut faire l'expérience contre la relève ou le potentiel ou la... Je sais pas trop comment appeler ça, là, mais bon, l'expérience contre la jeunesse, ça c'est une façon de le faire. Hein, parce que les deux combattants sont mis en valeur d'incroyable façon et éventuellement quand l'un gagne,
ben, il est encore plus mis en valeur parce qu'il a réussi à vaincre un adversaire qui était à la hauteur. Et non pas comme hey, salut, en passant, j'étais plus fort que toi depuis le début et je te ramasse comme une sale merde. Et l'autre fin de mourir pour ne pas mourir. Hein. En tout cas. Hein. Donc vraiment, le duel le plus enlevant de la série. Aussi, un autre bon point que j'aime bien à travers ce tournoi-là, c'est l'utilisation du fait que les combattants, même s'ils gagnent des rounds, ils subissent des dégâts et ça les suit au fur et à mesure que le tournoi avance. Je veux dire, la plupart du temps, pour le premier tour, ils s'en sortent sans trop de dégâts, mais dès le deuxième tour, les combats sont d'une telle intensité qu'ils s'en sortent amoindris et doivent quand même persévérer à travers le tournoi qui, je pense, de 5 tours. À la fin, Oma tient que par la force de sa volonté, mais il n'est pas à 100%, il n'est pas frais. Ça, j'ai aimé ça quand même. Il y avait cet aspect-là un peu plus stratégique, qui était plus mis de l'avant. Parce que si on fait des parallèles, par exemple, hein, à Dragon Ball, de round en round, les combattants s'en veulent toujours quand même très très frais. Là. Preuve comme quoi les combats précédents n'étaient pas si éprouvants que ça. Ici, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on joue aussi sur le fait que parfois un combattant va être obligé de montrer une carte maîtresse avant le temps qu'il aurait voulu, et ainsi les autres peuvent l'analyser. Ça, c'est utilisé presque tout le temps et avec toutes les raisons du monde. C'est ce que ça devrait se passer dans un vrai tournoi. Et ce faisant, je trouve que Genkai Asura réussit vraiment bien à être... Oui, il y a des prouesses un peu incroyables, un peu surréelles, mais réussit quand même à avoir un petit lien terre-à-terre qui fait que c'est un tournoi quand même avec une essence réaliste. Et ça le rend agréable pour ça. Par contre, tout n'est pas parfait dans le manga. Il y a deux sous-intrigues, parce que dès qu'on n'est pas dans l'intrigue du tournoi, les sous-intrigues sont, à mon avis, moins intéressantes. On a la sous-intrigue, si on veut, avec le passé de Oma, de Tokita Nico et de Kiryu Setsuna par la même façon. Mais ça, c'était pas super exaltant, à mon avis, parce que, je sais pas, ça ne racontait rien de si incroyable. Tout ce que ça servait, en fait, c'est qu'en réalité, Oma est un peu comme un personnage de jeu vidéo qui a oublié une partie de son arsenal, donc il est moins fort qu'il devrait l'être. C'est jamais tant expliqué, je pense, ou validement pourquoi c'est le cas. Il va récupérer tout son arsenal à travers des rêves flashbacks où il va réapprendre ce qu'il avait déjà appris. Ça semblait un peu forcé, justement. Très artificiel, très contre-intuitif. Parce qu'on a quand même une belle évolution, si on veut, chez Oma. Au début, il est arrogant, un peu casse-couille, et à la fin, il est vraiment beaucoup plus calme et songé. Belle évolution, c'est juste que le chemin pour s'y rendre, lui, semblait pas très logique à ce niveau-là. Donc vraiment, il aurait peut-être dû avoir une autre avenue. Ça aurait vraiment dû être à travers les combats eux-mêmes qu'il perfectionne des techniques qu'il a. Il le fait d'une certaine façon, mais je pense que ça aurait dû être vraiment exclusivement ça et non pas « Salut, j'ai fait un rêve et j'ai réappris des choses ». Ça, c'est un peu... non, c'était pas super. Également, il y a aussi la sous-intrigue parce qu'il y a un des chefs de compagnie qui veut faire un coup d'état. Ça aussi, c'était pas super intéressant parce qu'on n'a pas le droit à des combats exaltants. Pour la plupart du temps, c'était des dominations, donc des combats assez courts, et je le redis, encore un petit jab à Baki, des combats domination, c'est pas super intéressant. Je veux dire, apprendre que Oma a vécu aisément un adversaire et qu'on fait juste l'apprendre, hein, c'est hors champ que ça s'est produit, ben c'est encore pire. Hein. J'aurais peut-être au moins aimé voir ça. Non, on fait juste me dire qu'il est arrivé. C'est pas... non, d'autant plus que cette révolution-là n'a pas eu tant d'impact que ça. De mémoire, il y a juste Cosmo, je pense, qui a appris des trucs à travers ça. Sinon, ça aurait pu ne pas se produire et le tournoi n'aurait pas été grandement chamboulé. Par contre, et là je vais conclure la vidéo là-dessus, les personnages, un peu comme dans ma vidéo sur le dessin animé, il n'y a pas des personnages super chiants, mais je trouve pas non plus qu'il y a des personnages qui sont à ce point-là super intéressants. C'est dans une moyenne correcte. Ça pourrait être mieux, mais ça aurait pu être facilement pire, c'est acceptable. Ce qui fait vraiment la force de cette série-là, c'est la qualité des combats, la tension, et c'est honnêtement amplement suffisant à mon avis. Donc, pour conclure la vidéo, je voudrais juste parler de mon passage préféré dans cette œuvre-là. Et c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais je le fais ici parce que ce passage-là, à mon avis, relève du pur génie. Il démontre vraiment la qualité de ce mangaka-là. Parce qu'il réussit à retranscrire, si on veut, une course contre la montre, une course contre le temps. C'est difficile à faire dans un manga parce que le rythme est c'est nous qui le décidons. Hein? On le lit à la vitesse qu'on veut le lire. Mais ici, dans la conclusion du duel entre Tokita, Oma et Imai Cosmos, alors que Oma a réussi, très ironiquement, hein, à commencer un étranglement sur le roi des étrangleurs,
là, il y a une course contre la montre qui s'amorce parce que Cosmo, il n'a pas le choix, il doit parvenir à se libérer avant qu'il perde connaissance. Et l'auteur réussit vraiment à faire un changement de paradigme. Si on devrait être du côté du héros, hein, Oma, finalement, on vire de bord. Non, finalement, on est du côté de Cosmos. On se glisse, il parvient de nous glisser admirablement bien dans sa peau. On ressent son empressement, le fait qu'il doit se libérer promptement, sinon c'est la défaite. On ressent sa frustration, sa colère, parce que se faire vaincre par un étranglement, c'est l'insulte ultime pour lui, probablement. Hein? D'autant plus qu'on l'a louangé de génie, il faut qu'il s'en sorte. Et c'est vraiment page après page qu'on tourne, c'est pénible parce que la tension, elle est là, on ressent ce que ce personnage ressent là. Et finalement, quand on découvre que, bon, il n'a pas réussi à s'en sortir, Oma a gagné le combat, vraiment, c'est là que la boucle est bouclée. On a presque l'impression qu'on est assisté à une mauvaise fin, comme si c'était le héros qui venait de perdre. Alors que ce n'est pas le cas. Mais l'auteur a tellement bien réussi à, j'en frissonne quand j'en parle, à nous mettre dans la peau de Cosmos, qu'on comprenne les sentiments qu'il vit et qu'on les ressent. C'était vraiment incroyable. Ce n'est pas sans me rappeler, et j'en parlerai dans ma vidéo des versus les deux fins de Death Note. Il y avait un passage dans Death Note de similaire. C'est dans le même agabi. Un passage incroyable, à mon avis, le meilleur passage. Quelque chose qu'on regarde pas trop souvent, parce qu'on le sait que c'est quelque chose de sacré, tellement que ça a été bien réussi. Donc, ça conclut ma vidéo sur le manga de Genkai Asura. Ça aurait été un peu bizarre parce que je voulais pas non plus trop faire de la redite par rapport à l'anime, donc c'est vraiment deux vidéos que vous pouvez regarder conjointement. Mais retenez que ne passez pas votre chemin. Je pense que quand même, il y a peut-être une valeur à être patient et découvrir de façon fraîche ces combats-là pour la première fois en animé. Mais si jamais vous n'êtes pas capable de faire preuve de cette patience-là et vous vous dites « Est-ce que le manga en vaut la peine? » La réponse, elle est oui, vraiment. Il y a des défauts, donc on n'est pas, à mon avis, dans du chef-d'œuvre, mais à mon avis, on est quand même dans un classique qui va me faire un plaisir de revisiter de temps en temps. Donc, qu'avez-vous pensé de Genkai Asura Manga si vous l'avez lu? Comment vous pensez que ça se compare par rapport à l'anime? Hein? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, alors je sais pas, il y a deux options. Parce que le chapitre actuel de Dragon Ball Multiverse, qui est un chapitre principal, se termine bientôt. Donc s'il se termine là, je vais faire une critique comme j'ai commencé la tradition de le faire. Et si ce n'est pas le cas, je ferai donc une critique de Vinland Saga, un animé assez bien coté qui est sorti en 2019 et que j'ai écouté récemment. Et ça va donc l'occasion de donner mon avis sur la chose. Donc comme toujours, les actions permettant de soutenir cette chaîne, vous pouvez regarder d'autres vidéos, aimer celle-ci, laisser un commentaire, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.